La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on oscille entre indignation et consternation. Indignation pour Libération, migrants morts en Autriche, le camion de la honte. Consternation pour Le Figaro, les Verts explosent, la majorité en miettes. Oui, la recomposition politique occupe aussi l'opinion. Droite-gauche, petit flirt entre souverainistes. Et comme c'est le jour des mises au point et des grands déballages, la Croix FN, la position de l'Église n'a pas varié. Et puis dans le Figaro Magazine, Marine Le Pen s'explique. Ou plutôt, elle réplique, en tout cas à son père. On commence avec les Verts, ou plutôt ce qu'il en reste. Oui, alors c'est curieux comme les éditorialistes ont du mal à éviter un certain ton narquois quand ils évoquent l'actualité des Verts. Dans l'Ardennais, Didier Louis se moque de ces crises existentielles ou acnéiques, ajoute-t-il. Dans Sud-Ouest, Yvarté s'amuse. Chez les Verts, tout est sujet à palabres et synthèses, jamborées et symposiums, qui finissent en brouille toujours surprenante. Rarement peuple si picrocolin a occupé autant d'espace politique au regard de son socle électoral. Finalement, ce qui frappe à la lecture des derniers comptes rendus de match dans la presse, c'est cette impression que l'écologie, la vraie, est aujourd'hui ailleurs. On citait hier la revue Limite. Ce matin, c'est Jacques Juillard dans Marianne qui raconte son étonnement à la lecture de la dernière encyclique du pape François. Dénonciation de la culture du déchet, de la technolatrie contemporaine et surtout de la cupidité du capitalisme. On est très loin des gentils discours sur un développement durable qui ne serait que la perpétuation de la logique financière. Alors sommes-nous condamnés à ce que la pensée se développe ailleurs que dans les partis politiques ? Peut-être, puisque Marianne en vient d'ailleurs quelques pages plus loin à se demander si la gauche a finalement un plan B. Comme si la crise grecque avait révélé les ambiguïtés profondes de ce qu'on appelle encore la gauche. L'opinion, d'ailleurs, s'affole de son côté du rapprochement des souverainistes de droite et de gauche. Et d'ailleurs, ce clivage qui semble tellement cher aux commentateurs, le clivage gauche-droite, il est également allègrement dépassé, mais d'une autre façon par Emmanuel Macron. Dans son éditorial des Échos, Cécile Cornudet demande si finalement ce ne serait pas lui, le vrai frondeur. On pourrait d'ailleurs ajouter meilleur dynamiteur du clivage gauche-droite pour le plus grand bonheur du MEDEF. Parce que la politique se juge non sur les proclamations d'un président, mais sur les actions de son ministre. La politique encore, avec des politiques qui oublient, semble-t-il, certains sujets. Mais oui, la presse est pleine de ces sujets sur lesquels, justement, on n'entendra pas ces acteurs politiques. Libération s'en insurge et se demande combien il faudra de morts pour que l'Europe réagisse enfin au drame des migrants. Laurent Geoffrin salue pourtant quelqu'un qui, dit-il, sauve l'honneur de l'Union européenne, Angela Merkel. Sans doute oublie-t-il dans son éloge les conditions spécifiques du marché du travail allemand qui expliquent aussi la belle générosité de la chancelière. Mais le silence tétanisé de la France est à peu près équivalent à son inaction face à ce qui constitue pourtant une des causes du problème. C'est la une de Marianne. Marianne, où je vous conseille aussi d'ailleurs l'article sur la Chine, le seul véritablement clair sur la crise boursière en Chine. Mais là, sa une, c'est État islamique. Pourquoi on ne fait rien ? Le journal déplore aussi bien la politique délirante de l'OTAN, l'incapacité à penser ce nouveau totalitarisme, que la peur panique d'être assimilé au Front National. Bref, résume Jean-François Kahn, nous sommes en retard d'une guerre pour cause de dérive cléricale des intellectuels. Autre sujet qui revient beaucoup, et cette saison, c'est l'école, évidemment. Oui, et là aussi, on s'interdit de penser, là aussi, on est dans la dérive cléricale. Alors, il faut vraiment lire un tout petit article qui est justement significatif de cette pesanteur intellectuelle, parce qu'il est caché dans les dernières pages du Monde des livres, figurez-vous, et il évoque le travail de chercheurs qui ont analysé... On vous aime, parce que vous allez aussi chercher les articles cachés. Mais oui, dans le Monde des livres, qu'est-ce que ça fait là ? Ça pourrait être un peu plus mis en valeur. Donc des chercheurs ont analysé dans des classes, donc sur le terrain, pendant plusieurs années, les conséquences des méthodes d'apprentissage de la lecture. Conclusion, les méthodes que les chercheurs appellent pudiquement déductives aboutissent à un échec, même quand elles sont accompagnées par des enseignants motivés, des postes de RASED, de formateurs, d'aide spécialisés. Et au contraire, les méthodes qu'ils appellent explicite, alors je vous traduis, méthode explicite, ça veut dire méthode syllabique qui permet de déchiffrer par la connaissance des correspondances entre les sons et les lettres. C'est ça ? Voilà, exactement. Et ça, les méthodes qu'ils appellent explicites rencontrent d'excellents résultats. Je vous cite les chercheurs. L'apprentissage de la lecture a été excessivement politisé et repose sur des croyances que l'on ne peut remettre en cause sous prétexte qu'elles ne seraient pas conformes au progressisme politique tel que défini par des acteurs qui s'en considèrent comme les dépositaires. On aboutit à ce constat que le progressisme n'est pas toujours associé à ce qui fait progresser les élèves, mais à ce qui a été construit et imposé comme pédagogiquement de gauche. L'impensé de tout cela, c'est la multiplication des situations de handicap
et la généralisation de la mainmise du milieu médical sur l'école, ce qui pourrait nous interroger. Oui, ça pourrait vraiment nous interroger. Beaucoup de précautions oratoires tout de même pour une réalité dont les échecs sautent aux yeux. La fin d'un mythe à présent. Oui, ça c'est un très bel article. Voilà, on passe à autre chose, mais le magazine M consacre un portrait édifiant à celui qui reste pourtant un véritable mythe. Les dernières années de Marlon Brando, racontées par Samuel Blumenfeld, sont comme une triste dérive entre obésité, déprime et art du travestissement. Mais oui, un roi dépouillé de ses atours qui, dans une dernière bravade, lançait dans sa solitude, au milieu même de ses excréments, j'emmerde la mort. On termine avec une femme, un portrait de femme. Oui, parce qu'elle, au contraire, elle est parfaitement inconnue, mais à sa façon, elle était aussi libre que Marlon Brando. Plus personne, au 28 rue Saint-Vincent à Montmartre, ne se souvient de son nom, ni des cérémonies clandestines qu'elle organisait dans son jardin dans les années 1900. Le magazine Styliste, qui est décidément intéressant, nous raconte la vie de Moïna Bergson. Alors, la sœur, en fait, la petite sœur de Henri Bergson, le philosophe, fondatrice de l'ordre hermétique de l'Aube dorée. En gros, c'est une société de spiritisme totalement délirante, mais il y avait quand même, par exemple, le poète irlandais William Butler Yeats, donc des gens prestigieux, donc qui lui a permis d'exercer ses talents de peintre à Moïna. Toute l'imagerie occulte qui peuple notre imaginaire, en particulier celui des jeux vidéo, les signes cabalistiques, les croix, les archanges, on le lui doit. C'est incroyable. Sauf que personne ne le sait parce que à sa mort, les chefs secrets de l'ordre, parce qu'il y avait des chefs secrets et tout, ont brûlé ses toiles. Oui, et alors, il y avait tout dans cette secte, des exclusions, des ostracisations. On l'a même accusé, Moïna Bergson, d'avoir organisé un assassinat par télépathie après sa mort. Je vous jure, on vient de retrouver le modèle organisationnel des Verts. C'est donc à lire dans Styliste, la revue de presse de Natacha Polly.